Personne ne doit savoir que j'ai fait cette école. Je ne veux pas que les gens de la profession sachent que j'y ai étudié, alors je mens sur mon parcours. Imagine, tu fais 3 à 5 ans d'études dans une école à 10 000 € l'année pour finir avec un diplôme qui ne vaut rien sur le marché du travail, au point qu'il soit préférable de l'enlever de ton CV pour trouver du taf. Mon invitée du jour, la journaliste d'investigation Claire Marchal, a enquêté sur l'origine de ces diplômes en carton. On joue sur donc, les mots master, bachelor, etc. Pour faire face à la hausse de la demande, les écoles privées lucratives multiplient les offres de formation alléchantes avec pour objectif de séduire un maximum d'étudiants et de les garder captifs le plus longtemps possible tant que leurs parents ou l'argent public seront là pour payer leurs frais de scolarité. Ils s'inscrivent pour 3 à 5 ans. Donc la première année, il faut les verrouiller, il faut les serrer, ils ont payé, puis ensuite ils restent. Ils ont déjà payé 10 000 €, c'est fait quand même beaucoup pour repartir en arrière. Des jeunes adultes endettés, des aides-soignants formés en e-learning ou des pertes considérables d'argent public, peu importe les conséquences, certaines écoles de l'enseignement supérieur privé lucratif sont prêtes à tout pour augmenter leurs bénéfices. C'est pour ça qu'il y a aussi des fonds d'investissement qui sont intéressés par ce marché-là, par ce business-là. Alors, si tu t'apprêtes à t'inscrire sur Parcoursup ou que tu envisages une formation professionnelle, cette enquête t'aidera à comprendre comment tout ça fonctionne et comment ne pas se faire avoir. Franchement, moi je suis étudiante, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup confiance en moi, j'ai pas de piston quoi. Ça me donne envie en fait, je me dis mais bien sûr. Salut Claire, ça va ? Salut, ça va ? Claire, t'es journaliste, réalisatrice de documentaires. T'as notamment été enquêtrice pour l'émission Cache Investigation, Complément d'enquête et Envoyé spécial. Aujourd'hui, on est là pour parler de ton premier livre, qui est le résultat de 2 ans d'enquête sur le secteur de l'enseignement supérieur privé. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet ? J'ai commencé à travailler sur le sujet il y a maintenant 3 ans. Et à l'époque, on commençait à observer déjà avec quelques chiffres qui étaient publiés, comme quoi il y avait de plus en plus d'étudiants qui étaient inscrits dans des écoles d'enseignement supérieur privé. Ça a quasiment triplé ces 15 dernières années. Donc ce constat étant posé, moi je voulais comprendre tout simplement pourquoi. Est-ce que les étudiants étaient de plus en plus nombreux à s'inscrire dans ces écoles-là? Et est-ce que les formations étaient de bonne qualité? Et puis qu'est-ce que ça racontait aussi sur le système d'enseignement supérieur en France en général? Donc de ce constat-là, ensuite a démarré une investigation de 2 ans qui a permis d'avoir pas mal de révélations. Est-ce que tu peux me raconter un peu la méthode de ton enquête ? Sur les 2 ans d'investigation, j'ai recueilli à peu près 150 témoignages d'étudiants, de parents, enfin des familles en gros, et de personnes qui travaillent dans les écoles d'enseignement supérieur, donc des enseignants, des formateurs, des responsables pédagogiques, des directeurs. Et puis j'ai aussi recueilli tout un paquet de documents, à peu près 900 documents, dont une grande partie sont des documents internes et confidentiels à l'entreprise majoritaire ou leader du secteur en France, si ce n'est en Europe et dans le monde, qui s'appelle Galileo Global Education. Alors Galileo Global Education, c'est donc un groupe qui regroupe des écoles d'enseignement supérieur. En quelques chiffres pour comprendre un peu l'ampleur que ça a, c'est 300 000 étudiantes dans le monde, dans à peu près une 60aine d'écoles, implanté dans 20 pays à peu près. C'est un groupe français qui est détenu par des fonds d'investissement. Et donc très rapidement, en fait, j'ai un certain nombre de témoignages, des premiers témoignages qui arrivent, des documents, et qui vont me permettre d'angler mon travail sur justement ce groupe-là pour comprendre pourquoi est-ce que tout le monde m'en parlait, qu'est-ce qu'il avait de particulier. Moi, je connaissais pas du tout Galileo avant de lire ton bouquin. Tu peux nous dire dans quel contexte on peut avoir affaire à eux ? Galileo, ils font de l'enseignement, donc on peut s'inscrire dans des écoles post-bac et être dans ces écoles-là. Les écoles, il y en a qui sont très connues, les cours Florent par exemple, l'école Penningen, l'atelier de Sèvres, donc un certain nombre d'écoles d'art. Et puis aussi des écoles de commerce, il y a l'EM Lyon, donc une grande école. Et puis il y a les écoles ESG. En gros, c'est des écoles qui sont dans tous les domaines de la santé, de la communication, du marketing, du sport, des arts en général, etc. On peut aussi décider de faire de la reconversion professionnelle. Et donc ils ont des écoles en ligne dédiées à la reconversion professionnelle. Ils ont aussi des branches Galileo Global entreprises. Donc c'est Galileo et des entreprises qui vont permettre à des personnes en reconversion ou dans des plans sociaux de faire de la reconversion, voilà. Et puis ils ont des partenariats avec France Travail, avec les régions pour permettre à des personnes qui sont en recherche d'emploi de justement suivre des formations pour faire de la reconversion. Donc ils sont à peu près sur tout le champ de la formation, en gros à toutes les étapes de la vie, quoi. T'as parlé de la rentabilité, ton livre s'appelle Le Cube. C'est quoi, Le Cube ? En fait, très rapidement, au début de mon enquête, j'échange avec des gens et j'obtiens des documents qui vont être très précieux pour mon investigation, qui sont des enregistrements de réunions de direction. En fait, toutes les semaines, les directeurs des écoles se réunissent en visio, donc de toutes les écoles de France, et font des réunions pour savoir comment ça se passe dans les établissements et en gros, harmoniser un peu les politiques du groupe. En écoutant ces réunions, il y a des mots-clés qui reviennent un peu souvent. Et le mot cube revient tout le temps. Est-ce que comment va le cube aujourd'hui ? Voilà, le cube est pas de la bonne couleur, le cube est rouge, le cube est vert. Donc moi, je me dis, c'est quoi le cube ? Le cube, en fait, c'est
un logiciel de pilotage qui permet d'observer en temps réel si le groupe est performant et fait de la croissance ou non. Puisque l'objectif de ces groupes-là, donc qui sont lucratifs, c'est de faire de la rentabilité. Ça m'amène à ma question qui est comment on fait de l'argent avec une école? Je sais que Galiléo donc a racheté un certain nombre de noms prestigieux d'écoles. Pourquoi Galiléo rachète ce type d'école et comment on fait de l'argent avec une école? Effectivement, il y a les écoles vitrines. C'est donc le cours Florent, Penningen, l'atelier de Sèvres, Bellecour à Lyon. C'est des écoles qui sont au départ souvent des petites écoles familiales qui ont été créées il y a plusieurs décennies et qui donc recrutent facilement plein d'étudiants, enfin des étudiants parce que c'est des écoles de qualité. En tout cas, elles sont perçues comme telles et dans leur catalogue, ils vont avoir ces écoles-là qui sont les écoles vitrines et ensuite ils vont avoir tout un tas d'autres établissements, on va dire moins haut de gamme, et qui vont faire voilà du commerce, du sport, plein d'autres domaines, du marketing, de communication, et souvent ils vont recruter plein d'autres étudiants par là aussi. Donc ça, c'est bien pour pouvoir recruter, comme je disais, et remplir les objectifs du CUB. Parce que chaque étudiant, c'est à peu près donc entre 6 et 10 000 euros. Et si on recrute pas des étudiants, il y a d'autres manières de gagner de l'argent. Ça va être de rogner sur les coûts pédagogiques. Donc la pédagogie, c'est les cours. J'ai récolté des documents qui montrent que année après année, il y a de moins en moins d'heures de cours dans les écoles après leur rachat. Une classe avec beaucoup d'élèves, ça marche plus que plein de petites classes avec très peu d'élèves parce qu'il y a moins de professeurs, ça prend moins de place. Donc voilà, on va supprimer les demi-groupes et puis on va pas suffisamment renouveler le matériel, pas forcément faire les travaux. C'est plein de petites choses comme ça qui vont faire qu'on va rogner les coûts pour faire de la rentabilité. Et le problème, c'est que ça va avoir des conséquences directes sur les conditions de travail déjà des salariés dans des établissements et des professeurs. Et puis, des conséquences directes sur la qualité de la formation qui va être proposée aux étudiants et donc, à la fin, à leur capacité à s'insérer dans le marché de l'emploi. Il y a des profs qui ont démissionné, nous on nous a changé notre prof principal et on nous a mis à la place quelqu'un qui, je suis désolée, mais n'avait rien à faire là. Il était complètement dépassé par la situation. En gros, c'était le mec qui était censé nous faire un programme pédagogique, contacter les intervenants. Désolée parce que vraiment il a fait de son mieux, mais c'était pas... J'espère qu'il regardera jamais cette vidéo. Du côté des salariés, c'est la désorganisation, ce que je reçois le plus comme témoignage, c'est-à-dire que comme c'est compliqué, il y a beaucoup de changements, les rachats, les objectifs à atteindre, il y a beaucoup de turnover. Un salarié sur 4 qui partait à un moment avant la fin de sa période d'essai, quand même, c'est beaucoup. Hein. Donc ça fait que les personnes arrivent, sont pas forcément formées, connaissent pas les étudiants, connaissent pas l'infrastructure de l'école, l'écosystème de l'école. Donc c'est beaucoup de désorganisation. Et puis du côté des professeurs et des intervenants, il y a un changement aussi, effectivement, qui s'est opéré, c'est-à-dire que beaucoup de CDI à une période, et puis finalement de moins en moins de personnes en CDI, puis qui vont être remplacées par des intervenants extérieurs qui vont faire moins d'heures de cours, donc qui vont être payés à la facture ou souvent un freelance donc, et sans forcément toujours être hyper formés pour donner cours. Donc ça va être des intervenants professionnels qui des fois vont donner cours dans des domaines qui sont pas forcément les leurs ou dans lesquels ils sont pas forcément spécialistes, parce qu'en fait il faut trouver des intervenants et donc les écoles appellent un peu qui peuvent. Comme les écoles ont de moins en moins bonne réputation, les intervenants ont de moins en moins aussi envie d'y aller. Donc à terme, ce qui se passe, c'est que les personnes qui finissent par accepter, c'est des personnes qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de gagner de l'argent, donc ça va être des personnes précaires. Et souvent les personnes précaires, ce sont des anciens étudiants qui ont des difficultés à s'insérer dans l'emploi et qui sont très contentes quand on leur propose de donner des cours, d'y aller, quoi. Le problème, c'est que ça arrive souvent, que ce soit des personnes qui ont très peu travaillé, qui ont très peu de réseau, qui n'ont pas forcément de l'expérience, et surtout pas dans la pédagogie. Et ça, c'est mal vécu. Eux aussi par les intervenants eux-mêmes, en fait, qui se rendent bien compte que ils sont pas forcément à leur place. Il y en a certains qui témoignent dans l'ouvrage et en même temps qui n'ont pas le choix parce qu'il faut bien gagner sa vie. Donc c'est pas finalement de leur faute à eux, de faire ça. C'est juste que c'est un système qui est malheureusement très compliqué et précaire pour tout le monde. Tu cites un chiffre, tu dis que en 2022, dans l'école LISA, c'est 73% de prestataires pédagogiques externes. Donc, pour qu'on se rende compte quand même que c'est assez massif, quoi. C'est aussi des chiffres qui sont valorisés par les écoles, c'est-à-dire qu'ils vont dire aux étudiants dans les salons ou sur leurs plaquettes, nous, on a beaucoup d'intervenants extérieurs. Ça donne envie aux étudiants parce qu'ils vont se dire, c'est super, on va rencontrer plein de gens qui travaillent dans plein de... C'est professionnalisant. C'est professionnalisant. Ouais. Ici, pas d'équipe de professeurs permanents. Super. Les cours sont assurés par des intervenants extérieurs, avec toujours l'accent mis sur la pratique. On n'est pas dans une pédagogie à lire des tonnes de bouquins. On va pas vous demander de travailler. On n'est plus vraiment à l'école, on est professionnel. Quand vous me dites en bachelor 1, moi j'ai envie de monter ma boîte, yes. Mais si, en fait, ce professionnel-là, il vient de l'extérieur, mais qu'il n'a pas d'emploi par ailleurs ou qu'il n'a pas de réseau par ailleurs, il servira pas non plus grand-chose aux étudiants, quoi. Ça va être compliqué, en tout cas, d'avoir une vraie plus-value. Et quelles vont être les conséquences pour les étudiants ? J'ai reçu un tableau Excel, en gros, qui répertoriait 50 000 avis laissés par les étudiants des écoles Galiléo, de toutes les écoles françaises, en tout cas. Bon, il y a des étudiants qui sont moyennement contents, il y en a qui répondent très peu, et puis il y en a certains qui répondent beaucoup. Et en fait, en lisant tout ce document-là, je me rends compte qu'il y a
quand même beaucoup de récurrence, quoi. Beaucoup d'étudiants qui disent un peu la même chose. Et des cours annulés, des profs qui disparaissent du jour au lendemain, on sait pas où on a eu un prof et puis en fait on n'a plus de prof après, il est jamais revenu. De la désorganisation administrative, c'est-à-dire on n'a pas accès à nos emplois du temps. Puis le turnover fait que on n'a pas d'infos. Où est passé notre responsable pédagogique? Toutes ces questions-là qui sont pas des petites questions, quoi, qui font que eux sont perdus en fait au quotidien dans l'organisation générale de l'école. Et puis on n'a pas le matériel qu'il nous faut. Les cours sont pas au niveau. On m'avait promis 20 heures de cours et j'en ai 8. Enfin, et des messages qui disent mais pourquoi vous nous écoutez pas? Pourquoi vous vous en foutez de nous? Là, on parle de milliers d'étudiants qui témoignent, enfin de dizaines de milliers qui témoignent de la même chose dans des établissements différents situés dans différentes villes de France au sein d'un même groupe. Et c'est là que le système apparaît finalement. Ce que tu racontes, c'est que les étudiants, ils ont ce sentiment d'être traités un peu comme des clients. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est à un moment, tu racontes le fait que dans les cursus, souvent, il y a une première année qui est pleine de promesses avec beaucoup de cours qui correspond à peu près à la plaquette publicitaire et que d'année en année, il y a de moins en moins de cours. Les étudiants, ils se disent, c'est vrai, on arrive, la première année en général, c'est plutôt pas mal. Il y a quelques problèmes d'organisation qu'on peut ressentir, ça c'est sûr, mais on a quand même des heures de cours, globalement ça va. Les profs sont sympas et puis on est un peu tout content parce que c'est la première année, quoi. À partir de la deuxième année, en général, il y a moins d'heures de cours, effectivement. Ils payent plus cher. Ça c'est important, ils payent, chaque année est plus cher que l'année d'avant. Parfois 200 € de plus, quoi, 200 € de plus. Donc ils disent, c'est bizarre, j'ai moins d'heures de cours et je paye plus cher. Ou par mon argent. Là, ils commencent à se poser des questions. Puis au fil de la deuxième année, souvent, ils se rendent compte qu'il y a vraiment des vrais problèmes, justement, qui sont pas au niveau. Ils commencent à sentir la question du niveau apparaît à ce moment-là. Et en troisième année, souvent, effectivement, ils repayent encore un peu plus cher. Et là, ils ont vraiment quasiment plus d'heures de cours et surtout beaucoup de travaux, oui, en commun, autonomes, des projets qu'ils font un peu tout seuls, sans beaucoup d'accompagnement. L'arnaque, c'était qu'on avait des heures d'autonomie. Qu'à mon avis, ils ont un quota d'heures à respecter. Et vu qu'on n'avait pas assez d'heures de cours, ils nous mettaient parfois jusqu'à 2 journées par semaine d'autonomie pour remplir notre emploi du temps de quelque chose, autre chose que du rien. Mais c'était du rien. Et du côté des écoles, moi je parle avec des directeurs qui vont me montrer effectivement combien ça coûte une année. Il se trouve que en gros, une année à 10 000 €, il y a à peu près 20% qui va être dédié à la pédagogie. Et le reste, c'est les frais de fonctionnement et c'est la marge du groupe. Et quand on passe entre la première et la troisième année, ça a tendance à chuter un petit peu. Et ce que disent les directeurs d'école avec qui j'échange, c'est qu'ils me disent, en fait, les étudiants, ils sont captifs. C'est un investissement captif. Ils s'inscrivent pour 3 à 5 ans. Donc, la première année, il faut les verrouiller, il faut les serrer, ils ont payé, puis ensuite, ils restent. Ils ont déjà payé 10 000 €. C'est fait quand même beaucoup pour repartir en arrière. Ils sont captifs, donc on sait que ça va être un investissement rentable. C'est pour ça qu'il y a aussi des fonds d'investissement qui sont intéressés par ce marché-là, par ce business-là, quoi. T'expliques qu'en fait, il y a une espèce de chantage à l'employabilité, c'est-à-dire que si les étudiants parlent trop, ça va dégrader la qualité de leur diplôme ou leur réputation, et que du coup, ça va compliquer leur insertion après dans l'emploi. Donc, il y a une espèce d'omerta qui s'installe un peu comme ça. Une des plus grandes difficultés que j'ai eues dans mon enquête, c'était de recueillir la parole des étudiants, en fait. Alors que j'avais ce document-là qui montrait qu'en interne, ils parlaient beaucoup. Et après, je regardais sur les commentaires en ligne de chacune des écoles. Globalement, c'est des commentaires un peu positifs. Mais en fait, ils sont où ces étudiants, du coup? Et quand je parlais avec eux, beaucoup, ils me disent, non, mais en fait, moi, j'ai pas envie de m'exposer. J'ai pas envie de trop parler. Pourquoi? Parce que les écoles, ce sont leur carte de visite pour plus tard. Et c'est ce qu'on leur dit dans les écoles. Votre diplôme, c'est votre carte de visite. Si vous parlez mal de votre école, c'est votre futur diplôme que vous allez dégrader, quoi. Et du coup, ils ont peur de parler, ils ont peur de s'auto-saboter finalement en prenant la parole. Donc en interne, on va avoir des lettres qui vont être rédigées par les étudiants à destination de la direction qui alertent sur les problématiques, des collectifs de parents aussi, mais dès qu'il s'agit de sortir publiquement les infos, c'est hyper compliqué. Est-ce que tu peux juste me lire un petit passage qui est le récit de Ludovic, il me semble, donc qui est étudiant au cours Florent et du coup qui raconte un peu ce que tu dis là. Ludovic est toujours fragilisé par ce qu'il a vécu. Pendant les 2 heures de notre conversation, il me raconte son histoire en me faisant promettre de conserver son anonymat. J'ai honte d'avoir fait le cours Florent. Je ne veux pas que les gens de la profession sachent que j'y ai étudié, alors je mens sur mon parcours. Personne ne doit savoir que j'ai fait cette école. Ce passage, il est assez ouf parce que du coup, tu as un étudiant qui se retrouve à devoir mentir et ne pas dire qu'il a fait une école. Ouais, et surtout pour une école aussi prestigieuse que le cours Florent. A priori, quand tu fais le cours Florent, tu le dis, quoi. Il y a quand même eu un moment où il y a eu une trend TikTok d'étudiants des cours Florent qui sont allés dénoncer publiquement. Avec beaucoup de second degré. Ils étaient plusieurs étudiants et étudiantes comme ça à se mettre un peu en scène. J'ai déjà dit à un casting que je venais des cours Florent et on m'a fait « Ah !» Et là, j'ai fait « Ah !» Et pour moi, les cours Florent, c'est la pire école. C'est une machine à broyer des rêves et à pomper les comptes en banque. Dans les écoles d'art, souvent, on parle de trop d'effectifs étudiants et donc ils peuvent pas s'entraîner, en fait. Ils peuvent pas travailler à faire progresser leur art. Il y a pas d'espace de vie communautaire dans l'école. Donc, en fait, ils mangent dehors, sur des bancs ou dans les salles de cours quand on a de la place. On leur promet d'avoir l'accès à des salles de musique où ils pourront s'entraîner. En fait, ces salles, elles sont fermées ou pas accessibles parce qu'il y a
du coup des cours dedans. On parle d'écoles qui sont entre 7 000 et 10 000 euros par an, hyper prestigieuses. Avec 9 heures de cours par semaine, quoi. Tout ça, ça crée pas du tout un écosystème propice à une bonne pédagogie. Donc, il se trouve que ces étudiants-là, comme Ludovic, ils vont abandonner les cours Florent. Ouais. Mais dans les écoles, on leur dit, voilà, parlez pas, quoi. Et ça, c'est dur pour les étudiants parce qu'ils y croient, en fait. Enfin, ils se disent vraiment, on peut avoir des problèmes si on s'exprime trop, quoi. Et le mal-être au sein de certaines écoles est tel qu'il a même conduit un élève à mettre fin à ses jours en 2020. Victime de faits répétés de harcèlement entre étudiants, il avait alerté l'école à plusieurs reprises. Sa famille dénonce de graves défaillances dans l'accompagnement pédagogique et administratif, estimant que l'établissement n'a pas pris la mesure de la situation malgré les alertes. Le sujet étant assez délicat, je vous invite à lire l'article de Mediapart que je vous mets en description si vous voulez comprendre un peu plus le détail de cette affaire. Une fois qu'on a dit tout ça, on se dit, ok, il y a des écoles qui fonctionnent mal, avec des profs qui sont de moins en moins bons et des étudiants qui pètent tous un câble. Est-ce que tu peux me raconter comment ces écoles réussissent tout de même à faire grossir leur nombre d'étudiants ? Déjà, pour comprendre comment est-ce qu'ils recrutent, moi, je me suis rendue sur les salons étudiants. Quand on est post-bac et qu'il faut qu'on s'inscrive, on va au salon, quoi. Donc, je suis allée dans un salon à Paris. On se balade dans le salon, donc c'est toute une affaire aussi autour des salons, hein. Mais en gros, dans les salons, il y a les grandes écoles, type HEC, etc. Ensuite, il y a toutes les écoles privées lucratives. Et à la fin, il y aura, en tout cas dans celui-là où j'étais moi, il y aura les universités. Et donc, c'est une déambulation. Et lorsqu'on passe devant toutes les écoles privées lucratives, on a plein de goodies. On nous offre des chocolats, des stylos. Voilà, ça donne un peu envie, quoi. Un bloc-notes et c'est pour ranger le passeport. C'est toujours des étudiants et des étudiantes, ambassadeurs, ambassadrices, qui racontent comment ça se passe dans les écoles. Donc, on parle à eux. Donc, en fait, ça donne envie parce que c'est des pairs, on va dire. C'est tes futurs potes, quoi. C'est les futurs potes. Il y a 4 arguments principaux qui sont donnés. Le premier, c'est ce que j'appellerais le séjour 5 étoiles. C'est-à-dire, c'est super. Le campus est génial. Il y a plein d'assos, on s'amuse trop. Des séjours à l'étranger potentiels. Les profs, c'est des intervenants pro, c'est super. Tu vas grave t'amuser, ça va être génial. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième, qui est directement lié, c'est pas l'université. Nous, c'est pas la fac. Donc déjà, tu seras accompagné. T'auras pas froid l'hiver dans des amphis qui prennent l'eau. En gros, c'est professionnalisant, donc c'est concret et tu trouveras un emploi derrière. La communication se fait beaucoup sur la mauvaise réputation de l'université, qui a mauvaise réputation du fait d'une faillite financière majeure, en fait, hein. Mais de quoi ils jouent là-dessus. Le troisième argument, c'est si tu n'as pas les moyens de payer l'école parce qu'elle coûte des sous, on fait de l'apprentissage et donc tu n'auras pas à payer puisque ça sera gratuit pour les étudiants, pour toi en apprentissage. Donc ça, c'est un super argument parce que ça leur permet de recruter des étudiants qui n'ont pas les moyens d'aller normalement dans les grandes écoles sans apprentissage. Et le quatrième argument, c'est on n'est pas sur Parcoursup. Et ça, je pense que c'est vraiment au cœur de tout. C'est-à-dire qu'en 2018, Parcoursup est mis en place par la loi OR. Et Parcoursup génère, depuis, c'est largement documenté, du stress majeur chez les étudiants, chez les futurs étudiants. L'université, aujourd'hui, fait de plus en plus de sélections. Le fait est qu'il y avait déjà un peu de sélection avant, mais il y en a quand même de plus en plus. Et donc, en fait, on a peur de pas avoir l'orientation de son choix. Et pour les étudiants qui ont rien, effectivement, ils peuvent se retrouver vraiment sans rien, quoi. Et ça, c'est pas une petite peur, c'est une vraie angoisse. Et ces écoles-là, elles ne sont pas sur Parcoursup. Donc, on peut s'y inscrire dès le mois de janvier. Donc, au salon étudiant, au mois de janvier, on me dit, nous, on n'y est pas. Donc, viens maintenant. Ta place, elle sera sécurisée. En plus, du coup, tu peux faire de l'apprentissage et puis, t'inquiète pas, ce sera génial. Franchement, moi, je suis étudiante, j'ai pas beaucoup d'argent. Ça me donne envie, en fait. Je me dis, mais bien sûr. Et puis, en fait, ne pas savoir avant le mois d'août où on va aller en septembre, c'est pas rien. Quand on n'a pas beaucoup de moyens et qu'on peut partir à l'autre bout de la France, en fait, on préfère peut-être se dire, je vais aller dans l'école du coin. C'est une privée. Mais bon, je peux faire et ils ont aussi des partenariats avec des banques. Donc, si je veux pas faire d'apprentissage, je peux toujours faire un partenariat avec une banque avec des taux intéressants. Je vais m'endetter. Mais au moins, comme ils m'ont promis un emploi facile à la sortie de l'école, ça sera pas compliqué. Et là aussi, ça pose d'autres problèmes. L'étudiante de Bellecour, Marie, avec qui j'ai échangé, l'école d'art appliqué de Lyon, elle s'est endettée sur la promesse de taux d'insertion de plus de 80%. Et à la fin de sa formation, elle n'a pas d'emploi comme la grande majorité des gens de sa promotion. Il faut qu'elle rembourse 20 000 €, quoi, à peu près. Donc c'est pour ça que cette communication-là, elle est intéressante à étudier et aussi pour les étudiants qui vont s'inscrire potentiellement dans des écoles l'année prochaine, à bien comprendre, en fait. C'est qu'est-ce qu'on vous dit finalement sur les salons? En plus de ça, tu décris tout un système commercial agressif. Toi, tu as fait l'expérience de t'inscrire dans une école. Ouais. En fait, c'est très simple. Pour avoir accès, pour la plupart des écoles, à la plaquette de formation, vraiment le basique, il faut remplir un petit formulaire de contact. Adresse mail, numéro de téléphone, nom, prénom. À partir du moment où on fait ça,
On devient un prospect. C'est des commerciaux. C'est des prospects, c'est des futurs clients qu'on va joindre pour pouvoir essayer de savoir pourquoi est-ce qu'ils étaient intéressés par cette proposition de formation et est-ce que ça va aboutir à une inscription finale. C'est ça qui va être directement relié au cube. Donc effectivement, moi je me suis inscrite au début pour voir quelles étaient les plaquettes, quoi. Et puis en fait, j'ai commencé à être appelée. Et à être beaucoup appelée des dizaines de fois. Et après, j'ai eu des échanges avec des commerciaux, justement. Et en fait, je comprends, et je le raconte dans le livre, qu'il y a des centrales d'appel. Galileo Global Education, on en a plusieurs, avec des centaines de commerciaux, dont le travail dans ce call center, c'est d'appeler les prospects et de les transformer en personnes inscrites. Il faut comprendre que les commerciaux, ils sont pas forcément bien payés et ils ont des objectifs à atteindre. Et les objectifs, ça leur permet d'avoir des primes. Et donc, certains commerciaux vont mettre en œuvre, c'est pas du tout une demande de la direction, mais vont mettre en œuvre des techniques. Donc, ça va être effectivement des fois de dire, je suis le commercial, mais je vais te passer le responsable de formation, alors qu'en fait, c'est un autre commercial du coin. Enfin, et voilà, pourquoi vous avez appelé, est-ce que vous êtes intéressé par la formation? Oui, non. Est-ce qu'on peut vous proposer un rendez-vous d'inscription dès maintenant, ou vous venez demain à l'école? Et puis en fait, on va très vite arriver à une potentielle inscription. Moi, j'ai eu des commerciaux, des commerciales que j'ai rencontrés dans le Sud qui me témoignent d'une détresse, mais absolument majeure. C'est-à-dire qu'elles ont conscience que parfois, elles ont dû vendre des formations à des personnes qui, dans le cadre des formations en ligne, qui juste ne parlaient même pas français, qui ne savaient pas en fait ce qu'elles étaient en train d'acheter, poussées par justement ce fait qu'il faut que je gagne ma vie, il faut que j'ai de la prime, quoi. Et ça pose question aussi, c'est-à-dire jusqu'où on va pour faire rentrer des prospects dans la machine, finalement. Au-delà de ces techniques commerciales, tu as un chapitre qui s'appelle des diplômes en carton. Est-ce que tu peux me parler un peu de ces diplômes en carton de chez Galileo? Les diplômes en carton, c'est une expression qui est pas la mienne, qui est utilisée par une personne qui témoigne dans le livre, un ancien directeur. On joue sur donc les mots master, bachelor, etc. Un master, c'est pas un master. Un bachelor, c'est pas une licence. Et c'est quoi la différence? Déjà, de fait, ça ne relève même pas du même ministère. Donc les masters et les licences relèvent de l'enseignement supérieur. Les masters, les bachelors, tout ça, ça relève plutôt du titre RNCP du ministère du Travail. Si on a un diplôme qui a un titre RNCP et qu'ensuite on veut faire une reconversion et aller à la fac, en fait, on n'aura pas forcément accès à l'université sans reprendre les études depuis le début, parce qu'on n'aura juste pas de diplôme universitaire, en fait. Okay. Ensuite, la certification professionnelle, le RNCP, il valide des compétences acquises à l'issue de la formation, mais pas du tout la qualité de la formation. En fait, depuis le début, l'école est nous rend, on n'est pas à l'université et on n'aura pas de master. Et notre formation, c'est un titre RNCP de niveau 7, qui est reconnu par le ministère du Travail et non pas par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Aujourd'hui, je suis pas étudiante, je peux pas toucher les bourses. Mon alternance, je fais pas suivi à la garder. Et surtout, j'ai pas le statut étudiant. Un titre RNCP, je sais pas, responsable commercial, peut-être que 5 ou 6 formations dans 5 ou 6 écoles vous pourront délivrer ce même titre RNCP-là. Donc, on va ouvrir des écoles ESG dans la finance, dans la mode, dans le luxe, dans l'immobilier, le RH, le sport. Et donc, on va avoir ESG, plein de choses, quoi. Et quand on regarde, en fait, les plaquettes pédagogiques qui vont permettre ensuite l'acquisition du titre, on va voir qu'ils vont avoir tous les mêmes cours et juste un petit bloc de spécialisation. Mais en fait, finalement, ils ont tous le même cours, quoi. Et on dit aux étudiants sur les salons, vous allez être super pro, avoir plein de cours de professionnalisation. En réalité, ce que me racontent, moi, les personnes qui travaillent dans ces écoles, c'est qu'à la fin, il y a quand même très peu de spécialisation et finalement des formations très généralistes, quoi. Comme ça relève du ministère du Travail, il y a des contrôles. Donc, il faut qu'ils prouvent que c'est un bon titre, que les écoles, ils sont bien certifiés à la fin et puis qu'ils ont des bons taux d'employabilité. Et quand c'est pas le cas, parce que toutes les raisons que j'ai évoquées plus tôt, les titres, ils peuvent être un peu en sursis, on va dire. Et donc là, c'est dans les écoles. Moi, j'ai eu accès à des informations concernant une école où à une année, ils ont un petit peu modifié les pourcentages de taux d'insertion professionnelle des étudiants à l'issue des formations, parce qu'il faut qu'ils rendent des audits au ministère et que pour garder le titre RNCP, il faut qu'ils aient des bons titres, quoi. Et c'est pour ça que ce directeur, il parlait de diplôme en carton. En fait, ça veut dire quoi finalement, ce titre RNCP, si il valide des compétences acquises moyennement dans un cadre moyen et qui permet pas réellement l'employabilité derrière, quoi. Et puis t'expliques même qu'il y a une école, c'était à l'ISA, il me semble, qu'à un moment ils ont perdu leur accréditation et que du coup ils faisaient accréditer les étudiants de l'ISA via le titre RNCP d'une autre école du groupe. De l'école Bellecour. C'est l'avantage d'être un groupe, finalement, c'est que les écoles peuvent se filer un peu les titres les unes aux autres. Et que donc on perd le titre suite à un audit de France Compétences, qui est l'institution qui gère tout ça. Et on peut aller emprunter le titre de l'école d'à côté. Donc il y a tout un espèce de marché de la certification RNCP derrière qui est remis en question par les étudiants eux-mêmes et par les salariés du secteur qui disent mais en fait du coup quelle valeur ils ont finalement ces titres-là. Donc c'est pour ça que c'est important de faire la différence entre un diplôme d'enseignement supérieur et une certification
certification professionnelle. Ça m'amène à une autre question qui est comment on laisse un peu faire tout ça. Est-ce que tu veux me parler un peu des gens qui sont derrière Galiléo? Donc Galiléo Global Education, c'est un très grand groupe avec un président, Marc-François Millot-Mahon. Et dans le conseil d'administration, qu'on regarde, il y a des petits noms qu'on connaît effectivement. Il y a déjà Muriel Pénicaud, la ministre du Travail d'Emmanuel Macron en 2018. Pourquoi c'est important? Puisqu'en 2018, il va y avoir la loi OR, donc Parcoursup, mais il va surtout y avoir la loi Avenir Professionnel, donc la loi qui va permettre en gros l'explosion du nombre de contrats d'apprentissage signés. Ça, c'est vraiment important. En 2018, l'État veut que les jeunes fassent des études et des emplois. Et donc, ils veulent débloquer l'apprentissage à fond, et l'objectif, c'est 1 million de contrats d'apprentissage signés. Quelques années plus tard, ils vont arriver à 1 million de contrats d'apprentissage signés. La loi 2018 sur l'apprentissage, elle a fait exploser le nombre de contrats, et elle a du coup créé aussi le terrain propice à la croissance de ces groupes-là d'enseignement supérieur privé qui se sont positionnés à fond dans le développement de formations dédiées à l'apprentissage, enfin sous contrat d'apprentissage. En fait, le développement de l'apprentissage représente une manne financière de plusieurs milliards d'euros d'argent public pour des groupes comme Galiléo. Pour chaque apprenti, les écoles reçoivent une enveloppe de plusieurs milliers d'euros et le reste est pris en charge par les entreprises qui, elles aussi, touchent une compensation financière de l'État. Ça facilite le recrutement de nouveaux étudiants qui ne payent aucun frais de scolarité et des formations qui coûtent 6 à 10 000 euros l'année sont désormais prises en charge par les finances publiques. Tout ça sans même avoir besoin d'accueillir les étudiants puisqu'ils sont en entreprise. Ce qui était censé être une révolution de la formation professionnelle s'est transformé en une formidable gabegie financière. Inefficace pour mener les jeunes vers l'emploi, insoutenable pour les caisses de l'État, mais une véritable mine d'or pour le marché de l'enseignement supérieur privé. Donc Galiléo a fait exploser son nombre de contrats d'apprentissage à partir de 2018 et quelques années plus tard, arrive au conseil d'administration de Galiléo Global Education, Muriel Pénicaud, qui a créé finalement cet écosystème-là. On a aussi vu passer Martin Hirsch, qui était donc directeur des hôpitaux de Paris, de la PHP, conseiller d'État et qui a été vice-président monde de Galiléo Global Education. Lui, son domaine, c'est la santé. Il va venir chez Galiléo pour faire développer toute la branche santé du groupe. C'est hyper important parce qu'en fait, Martin Hirsch, il est très légitimé par les institutions. C'est quelqu'un qui est très apprécié. Ils ont aussi recruté dans le conseil d'administration Benoît Ribado-Dumas, qui était le DIRCAP d'Édouard Philippe à Matignon. Il y en a d'autres encore. Enfin voilà, on voit qu'il y a effectivement des hauts fonctionnaires de ces derniers gouvernements, on va dire, qui intègrent les conseils d'administration et qui vont se faire ensuite le relais de la parole des intérêts du groupe dans les institutions, auprès du Parlement, etc. pour faire en sorte que le marché continue de fonctionner pour eux. Dans le livre, tu expliques que le développement de l'enseignement supérieur privé lucratif a des conséquences désastreuses sur l'égalité des chances puis la réduction des inégalités par l'éducation, quoi. C'est-à-dire que là, on a des écoles qui sont payantes, qui coûtent cher. On a des étudiants qui s'endettent pour avoir accès à ces écoles-là. Et je pense que c'est vraiment important d'observer la croissance du privé sur les territoires en relation avec l'état financier des universités publiques. C'est ce que j'ai observé à Perpignan. À Perpignan, on est vraiment sur une ville de périphérie avec beaucoup de pauvreté, une très grande précarité. Les étudiants qui ont les moyens de partir, ils partent. Et puis en fait, sur place, ensuite, il reste l'université. Et en fait, les étudiants qui restent, c'est les étudiants qui n'ont pas le choix. Et donc, ce qu'ils observent dans la ville de Perpignan, c'est qu'il y a de plus en plus des petites écoles privées qui ouvrent et qui vont justement communiquer sur l'apprentissage. Donc, pour des étudiants qui n'ont pas les moyens de se payer ces écoles-là, c'est quand même encore une fois très intéressant. Et sur les capacités d'employabilité derrière. Vous venez, vous êtes payé pendant vos études, vous payez pas vos études et vous avez un travail derrière. Là, c'est pas Galiléo, là, c'est tout un écosystème général. C'est des micro-classes écoles, des petites écoles privées lucratives indépendantes. On observe que ces écoles-là, parfois, elles ouvrent et ferment dans l'année qui suit parce que c'est des petites entreprises qui fonctionnent pas forcément bien financièrement non plus. Donc, avec laissant des étudiants sur le carreau, sans diplôme, sans suite de formation et en grande difficulté, quoi. Comme ces écoles-là vont beaucoup recruter des étudiants qui n'ont pas toujours les moyens financiers de suivre des écoles d'autres formes d'écoles, ils se retrouvent là, c'est pas toujours des choix. Et à la fin, ils investissent beaucoup de leur temps, beaucoup d'argent et ils n'ont pas forcément accès aux emplois qui leur étaient promis. Et c'est là que du coup, il y a effectivement un problème dans la reproduction des inégalités. J'ai des amis qui aujourd'hui travaillent dans des tafs alimentaires pour essayer de subvenir à leurs besoins parce qu'ils ont fait des prêts. Ça a un peu brisé des rêves pour certaines personnes. Les riches, ils ont toujours été en fait dans le privé, dans les grandes écoles privées. Les personnes qui n'ont pas les moyens aujourd'hui ont accès à ces écoles-là par les systèmes d'apprentissage, donc vont y aller, mais c'est pas forcément toujours les bonnes écoles privées, c'est pas forcément en tout cas les écoles qui vont leur permettre d'accéder à l'épanouissement personnel, d'accéder à leurs rêves finalement. Si le privé aujourd'hui, le marché du pauvre, effectivement, c'est là que ça questionne sur l'accès à l'égalité des chances finalement dans l'enseignement supérieur. Là, on a parlé un peu de la
stratégie de conquête de Galileo par ses démarchages et comment grossir ses effectifs. On a parlé un peu de la manière dont il s'est implémenté dans les régions. Je voudrais voir deux autres un peu des ambitions de Galileo. Et la première, c'est tout le business autour du e-learning et des formations à distance et de la reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux me parler de ce business-là? On parle beaucoup des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants, mais Galileo, Global Education, comme d'autres groupes, se positionne pas uniquement sur les étudiants. Il faut aussi aller voir plus tard, les années qui suivent. La reconversion professionnelle, c'est aussi un marché. Donc, ils ont des écoles, notamment Studi, que j'ai beaucoup étudié, et qui est une école qui est dédiée à la reconversion professionnelle. Ce sont donc des formations 100% en distanciel, des formations courtes, qui délivrent les mêmes titres, les mêmes certifications que si on faisait la formation longue, mais là, c'est en 6 mois à 10 mois. Tout est en ligne et ça coûte beaucoup moins cher. Et surtout, on peut le faire payer par le CPF ou si on est demandeur d'emploi, il y a des partenariats avec France Travail et il y a aussi des partenariats avec les régions via des appels d'offres, des marchés publics. Et donc, ce sont des écoles en ligne où, en gros, tout ce que j'ai pu décrire plus tôt dans les écoles physiques se retrouve, parfois même largement exacerbé. Il y a un call center absolument gigantesque avec des pratiques évoquées plus tôt qui peuvent poser question parfois. Il y a des formateurs qui sont payés en freelance pour 3 €, 10 € pour corriger un texte, pour corriger un PDF, etc. Sur des domaines, je sais pas, du design, du jeu vidéo, de la santé, de tous les domaines finalement que le groupe peut proposer. Et on a des apprenants, donc là on parle d'apprenants et plus d'étudiants, qui suivent ces formations en ligne et qui ensuite espèrent pouvoir s'insérer dans l'emploi. Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à Studi? Par exemple, on peut se dire, je vais faire une reconversion pour faire travailler dans le montage vidéo. Je peux suivre une formation de 10 mois pour avoir un bachelor, par exemple, dans l'école Studi. Je vais tout faire en distanciel avec les PDF et les moyens qui vont être proposés sur le site, quoi. Et en fait, moi, ce que les étudiants me témoignent, les apprenants me témoignent sur ce système-là, c'est que les logiciels, ils sont pas forcément toujours de la dernière conception, que les cours, parfois, il y a des erreurs, qu'ils ont pas les moyens techniques pour pouvoir s'entraîner. Et puis qu'à la fin des 10 mois, on leur dit, vous allez pouvoir devenir monteur vidéo, quoi. En fait, face à des personnes qui sortent de 3 ans d'école, même si c'est genre une école pas de très bonne qualité, le fait est qu'entre 10 mois de formation et 3 ans d'école, il n'y a pas de comparaison, bien entendu. Ils n'arriveront pas à s'insérer convenablement dans l'emploi. Et effectivement, c'est compliqué pour beaucoup de personnes qui suivent ces formations-là de se rendre compte qu'ils ont parfois foutu leur CPF un peu à la poubelle, quoi, parce qu'ils n'auront pas le boulot dont ils rêvent ensuite, quoi. Est-ce que tu peux me parler de l'école Eva Santé et des conséquences que ça a, notamment aussi, une fois que les gens sont dans l'emploi? Suite à la pandémie, on a aussi réalisé qu'il y avait quand même une pénurie majeure d'aides-soignants en France. Et donc, il y a eu des déréglementations qui ont été mises en œuvre par les pouvoirs publics, par les institutions, pour faciliter l'accès aux diplômes. Et donc, des groupes d'enseignement supérieur privés comme Galileo se sont positionnés pour proposer des formations pour devenir aide-soignant. Donc, on peut, de chez soi, suivre les formations pour devenir aide-soignant à 70%, jusqu'à 70% du temps. Et moi, j'ai échangé longuement avec un directeur et un étudiant de cette école-là, Eva Santé, qui tous les deux ont partagé une détresse absolument majeure. C'est-à-dire que là, on est sur 2 personnes qui me témoignent d'avoir eu des pensées très sombres, quoi, à l'issue de cette expérience. Et là, on a un étudiant Adrien, qui se retrouve envoyé, avant même d'avoir commencé sa formation sur son lieu de stage, et qui va se retrouver à devoir aider, donc c'est des personnes âgées, un EHPAD, et donc à devoir aider des personnes qui sont parfois en très mauvaise santé, alors qu'il n'a pas été formé pour le faire. Donc en fait, il va se sentir au bout d'un moment maltraitant lui-même, et puis la personne pour l'aider, il gère un service un peu tout seul, et donc ça va le mettre dans un état de détresse catastrophique. Et moi, j'essaye de comprendre comment c'est possible en parlant à un directeur de cette école-là, qui lui aussi va se retrouver dans un état de détresse majeur, parce qu'en fait, il m'explique, il faut recruter des étudiants, le cube, il faut les placer en stage, mais comme l'école n'a pas forcément bonne réputation parce qu'elle est toute nouvelle, en fait, donc elle n'a pas de réputation du tout, et puis surtout c'est des cours en distanciel, c'est pas si facile de trouver des places de stage, et donc ils placent les élèves où ils peuvent. Et si jamais les retours sont pas forcément toujours très bons, en fait, ils peuvent pas forcément se permettre de perdre leur partenariat. En fait, c'est compliqué, quoi. Enfin, on est sur une situation un peu bancale, c'est-à-dire que il y a pas forcément assez de place, juste tout simplement dans la région pour placer tous les étudiants qui s'inscrivent, quoi. Et donc, des fois, ça se passe mal, mais ils peuvent pas faire grand-chose, en gros. C'est compliqué, quoi. Et malheureusement, dans le cas de cet étudiant-là, ça va très mal se passer. Et donc, lui, il va en tirer énormément de souffrance, quoi. Là, on vient de voir un peu cette stratégie de conquête vers le distanciel et tout ça. Tu termines ton enquête sur un voyage au Sénégal, à Dakar. Est-ce que tu peux me parler de pourquoi tu as fait ce voyage et ce que tu as vu?
Je me suis rendue à Dakar parce que le groupe se développe. Je disais plutôt, ils sont implantés dans 20 pays. Les groupes d'enseignement supérieur privé lucratif se développent à l'international de toute façon. Et le Sénégal, c'est intéressant. Le Galileo a fait l'acquisition d'une partie d'une grande école de management là-bas, l'ISM. Et quand on se rend à Dakar, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'écoles privées internationales qui se sont installées. Pourquoi à Dakar? Parce que l'université au Sénégal, l'université de Dakar, est dans un état de faillite ou également de désorganisation très importante, qui fait qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui ont particulièrement envie d'y aller. Donc, ils essayent d'aller dans d'autres établissements. Ils auraient pu, pour beaucoup, vouloir aller à l'international dans d'autres pays comme la France, mais les visas sont de plus en plus difficiles à obtenir pour ces étudiants-là. Et donc, les écoles s'implantent à la source, finalement, vont directement au Sénégal en disant nous, regardez, vous aurez le diplôme certifié avec le tampon de la France, quoi. Vous pouvez suivre la formation et rester au Sénégal, ce qui est très avantageux aussi. Et puis, si jamais, au bout d'un certain nombre d'années de cursus, vous voulez faire une poursuite d'études sur le territoire dans les antennes en France, vous pourrez vous y rendre avec tout un accompagnement pour les visas. C'est un terrain de conquête intéressant parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, une démographie très importante, beaucoup plus de personnes qui ont les moyens de se payer ces écoles-là aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et donc, c'est le terrain parfait pour développer de futurs marchés finalement. Suite à ton enquête, quelles ont été les conséquences? Est-ce qu'il y a eu des réactions, que ce soit politiques ou médiatiques? Comment ça s'est passé? Alors, suite à la parution de l'enquête, il y a eu déjà beaucoup de témoignages qui m'ont été amenés. C'est-à-dire que j'ai recueilli beaucoup de témoignages après la parution du livre, très rapidement sur les réseaux sociaux. Et est-ce que tu peux en faire quelque chose encore de ces témoignages ou c'est difficile? Alors, moi, il se trouve que je ne poursuis pas l'investigation aujourd'hui sur le sujet, mais il y a d'autres moyens pour ces personnes-là de faire exister leurs témoignages. J'ai vu, après la sortie du livre, il y a eu des groupes Instagram qui se sont constitués avec des appels à témoignages et ils publient des choses, ce qui permet de créer aussi une espèce de force, en tout cas, entre les étudiants qui se retrouvent et qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vécu et partager, quoi. Donc, déjà, partager, je pense que ça fait du bien. Il y a aussi des tribunes qui peuvent être publiées par des collectifs d'étudiants et de professeurs et d'intervenants dans la presse. Juste après la publication de l'ouvrage, il y a eu... en gros, le PDG du groupe a été convoqué au ministère de l'enseignement pour expliquer en gros quelles étaient les méthodes du groupe. Et il y a eu une inspection interministérielle qui a été lancée par le gouvernement. Suite à ça, ils ont proposé un projet de loi. Sauf que l'instabilité politique actuelle fait que c'est compliqué finalement d'avoir du suivi sur les projets de loi qui sont proposés. La question globale de l'enseignement supérieur privé, de la place du public, de la place du privé et notamment du lucratif, fait du bruit, intéresse beaucoup de personnes de manière assez transpartisane, de tous les bords politiques. Et donc, il y a une volonté commune, j'ai l'impression, de se saisir de ces enjeux-là et de faire avancer les choses. Après, reste à savoir ce qui, effectivement, sera mis en place dans les années à venir pour que ça se passe au mieux pour les étudiants. Surtout, c'est ça le plus important, quoi. Quel conseil tu donnerais à des étudiants qui sont à ce moment-là de leur recherche, de leur choix, etc. De quoi faut se méfier? Est-ce que tu t'aurais quelques conseils comme ça? Je pense qu'il faut être vraiment attentif. Ça demande du boulot, malheureusement, en pleine période d'orientation, mais il faut être attentif à ce qu'on propose. Il faut bien regarder déjà les diplômes. Quels sont les diplômes qui sont proposés? Est-ce que ce sont des certifications? Est-ce que ce sont des diplômes d'enseignement supérieur? Les certifications, ça peut être très bien, mais il faut essayer de se renseigner un petit peu sur quelle est cette certification, qui la propose, fouiller les commentaires, c'est-à-dire ne pas regarder seulement les premiers avis, vraiment prendre le temps de chercher, prendre le temps de regarder aussi la plaquette pédagogique, les cours qui sont proposés. Voilà, il y a quelques red flags, entre guillemets, qu'on peut observer si on a accès à aucune info. Ça peut pas forcément dire que c'est super. Si on propose de payer des acomptes dès le début, de sécuriser très vite les places, si on met un peu la pression pour que très vite l'inscription se fasse, on peut se dire que ça veut potentiellement dire qu'il y a derrière des objectifs de rentabilité qui peuvent être assez importants, quoi. Est-ce que tu conseillerais, par exemple, de contacter des étudiants qui sont à l'école à ce moment-là? C'est toujours bien, de toute façon, je pense, de pouvoir échanger avec des personnes qui ont suivi les cursus. Et pas forcément dans le cadre des salons. Il faut savoir que sur les salons, souvent, les étudiants, on leur propose des petites cartes cadeaux pour participer, ou ça leur permettra d'avoir des bonnes notes dans leurs U. En gros, ils sont pas forcément dans un positionnement d'objectivité à ce moment-là, dans les salons. Donc, c'est bien potentiellement de prendre contact avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux, je sais pas, via LinkedIn, tout le monde met son école, sur Instagram, il y a toujours moyen de trouver. Puis de chercher dans la presse aussi s'il y a déjà des choses qui ont été publiées. On est en train d'arriver sur la fin de cet entretien et avant de se quitter, laisse-moi te dire 2 mots sur le Ulule de Réflexion Basse. Afin de pouvoir publier plus régulièrement des formats sans sponsor comme celui-ci et d'aller vers un modèle de plus en plus indépendant, j'ai mis en place un système de dons par abonnement avec plein de contreparties très cool pour les gens qui soutiennent le projet. Alors si t'as envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller faire un tour sur le lien en description. On arrive vers la fin, merci du coup pour ton livre et pour toute cette enquête. Est-ce que, avant qu'on se quitte, t'aurais des recommandations à nous faire si on veut poursuivre
poursuivre un peu la réflexion sur ce sujet-là? Alors sur des enquêtes qui ont été déjà publiées sur l'enseignement supérieur. Il y a ton livre déjà, et mon que livre, je recommande déjà, évidemment. Oui, c'est vrai, je recommande mon livre. Il y a aussi eu des enquêtes qui ont été publiées sur des écoles, sur les médias, par exemple Libération. Il y a eu aussi Complément d'enquête l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui avait publié une enquête sur l'argent de l'apprentissage, avec toute une partie sur Galiléo notamment, et qui permet de comprendre en fait où part l'argent de l'apprentissage. Pour les personnes qui ont envie de savoir un peu comment ça se passe dans les écoles, il y a des comptes Instagram qui ont été créés. Il y en a un par exemple qui a été créé après la sortie du livre qui s'appelle Balance ton école d'anime. Si on veut se diriger vers le secteur de l'animation, ça peut permettre un peu déjà de voir un petit peu quels sont les témoignages des étudiants qui sont publiés, et puis d'observer un peu comment fonctionne cet écosystème d'école. Donc si on veut te suivre toi, retrouver ton travail. J'ai un compte Instagram public, Claire Marchal, Ok. sur lequel on peut suivre mon travail. De toute façon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Il y a plein de points du bouquin qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Mais bon, lisez le bouquin, vous aurez tout ça. Que tu as un mot pour conclure? Que j'encourage tout le monde, encore une fois, à faire preuve de transparence et pour avoir surtout un épanouissement personnel dans ses études, parce que ça peut être des espaces vraiment super quand ça se passe bien. Merci Claire. Merci beaucoup.